Juste en quelques mots, pourquoi ce colloque? Pourquoi cette manifestation? En fait, c'est le premier cycle de rencontres universitaires dans lesquelles nous allons échanger sur nos travaux de recherche et notamment sur des thématiques d'écosystèmes innovants, comprendre au niveau international mais aussi au niveau local ce que sont ces écosystèmes innovants. Les journées de l'Université catholique de Lille ont réuni 80 personnes lors d'un colloque de 2 jours consacré à la prospective et l'éthique face aux défis proposés par le transhumanisme, le big data et l'intelligence artificielle. Les 19 conférenciers et experts se sont exprimés au cours de tables rondes et conférences, mais aussi à la faveur d'ateliers collaboratifs sur le thème prospective et éthique aux frontières de l'inconnu. C'est Xavier Bertrand, président de région des Hauts-de-France, qui a ouvert les travaux. Très honoré que vous m'ayez demandé, que Pierre m'ait demandé justement d'ouvrir ces journées de l'université. Et s'il y a le concours de la région, c'est parce que je sais la place que tient pour moi la Cato, non pas dans le paysage lillois, non, le paysage de la région. Les colloques de prospective, c'est un peu court, que c'est la prospective avec l'éthique. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur demain, on étudie des scénarios, qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui va bouger. En même temps, on a en permanence une interrogation éthique, philosophique sur ce qui est devant nous. C'est un peu l'originalité de ce colloque, avec une deuxième originalité, c'est-à-dire que les méthodes employées vont aller de la conférence, je vais dire classique, à des procédés très interactifs, jusqu'à un atelier avec notre laboratoire d'anthropologie. Donc c'est vraiment de plein pied dans le monde de demain, avec le recul éthique et philosophique. Alors on se focalise sur un certain nombre de points. Donc ce lundi matin, c'était vraiment de la prospective générale, en faisant référence avec Thierry Gaudin à son ouvrage fondateur 2100 récits du prochain siècle. Et dès cet après-midi, on va basculer dans l'étude du transhumanisme, du big data. Qu'est-ce qui est devant nous? Je dis bien étude, ce n'est pas un procès à charge, ce n'est pas non plus une promotion, c'est raisonnablement comment en tant qu'universitaire peut-on comprendre ce qu'est le phénomène transhumanisme, peut-on comprendre qu'est-ce qui se profile avec le big data, et ce ne sont pas uniquement des experts qui parlent, ça sera aussi le plus souvent du dialogue avec la salle, voire la salle qui va elle-même interroger les experts a priori. Je pense que le transhumanisme, c'est une tentative pour certains de trouver un réconfort au fait que nous soyons des êtres mortels, souffrants, souffrants, malades, vieillissants, etc. Oui, il y a de fait dans les problématiques des transhumanistes l'idée qu'ils vont satisfaire des aspirations humaines qui ne sont pas satisfaites dans la réalité. Donc on peut effectivement envisager la chose. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs en soutenant qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la religion dans le transhumanisme. Et comme toute religion, il s'agit de consoler de la misère humaine et de laisser entrevoir la possibilité d'un salut. Les transhumanistes conspirent à nous proposer des formes de salut. Donc typiquement, ça c'est des choses qu'on ne pouvait pas voir il y a 10 ans. Et on a construit d'un corpus scientifique, en fait, les sciences dures se sont basées. Dans le mot espérance, étant donné nos traditions, j'ai peur qu'il y ait une sorte de, de recours éventuel à un Deus ex machina qui viendra nous sauver la dernière minute, qui pourrait être nous-mêmes sous une forme transformée, des extraterrestres, etc., etc. Je préfère la notion d'espoir, qui est une notion dont nous avons besoin de temps en temps, et nous ne serions pas là aujourd'hui pour parler si nous n'étions pas une espèce dont on dit maintenant qu'elle est très résiliente. C'est d'être que parfois, on prend son souffle et on vit dans l'espoir pendant un certain temps et on réémerge plus tard. Voilà. Mais, comme on dit dans le proverbe, on compte davantage sur ses propres forces. Quand il n'y a plus moyen de compter sur ses propres forces, on peut se tourner vers d'autres forces en espérant qu'elles seront là et qu'elles pourront nous aider. Mais je te dirais, il faut se tourner de ce côté-là le plus tard possible. Mais je crois que la réponse, c'est Pierre Giorgini qui l'a, puisqu'il m'a demandé justement de préfacer son prochain ouvrage. Si j'avais un regard véritablement noir, je ne pense pas qu'il me l'aurait demandé. Ce qu'il y a, c'est que j'essaie d'alerter. J'ai l'impression que nous sommes à un tournant et qu'il faut un peu secouer les gens, il faut leur attirer leur attention sur le fait que si nous restons sur les rails où nous sommes engagés maintenant, eh bien ça peut effectivement se manifester sous forme de l'extinction de l'humanité à une échéance assez brève. Les scientifiques parlent de 2 générations, 3 générations. Quand il est question de technologie, toute la question est toujours de savoir où placer le curseur entre le remède que l'outil apporte et la menace qu'il fait peser. Et ce que je soutiens, c'est que les transhumanistes qui assument
d'être transhumanistes sont des gens qui militent pour supprimer toutes les limitations de l'humanité et par conséquent militent au bout du compte pour la suppression de l'humanité en tant que telle. C'est pourquoi certains n'hésitent pas à parler du post-humain comme de la créature qui pourrait survivre à l'humain. Une créature qui ne serait plus mortelle, c'est la moindre des choses, qui ne serait plus mourante, vieillissante, et à la limite qui ne naîtrait plus non plus des modalités de naissance qui sont encore les nôtres. C'est effectivement très important que dans cette prospective, on se préoccupe d'un récit qui soit entendable, source de sens pour les humains et pas simplement pour les robots. Sinon, effectivement, les robots continueront la suite de l'histoire, mais sans nous, les humains. Dans la mesure où nous accumulons maintenant des données importantes sur le comportement des gens, nous allons pouvoir effectivement dire aux gens de manière prédictive, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, et éventuellement associer à cela un contrôle social de type Big Brother qui serait extrêmement dangereux. Malheureusement, comme toutes les techniques que nous avons inventées, nous n'avons jamais fait le pas en arrière de réfléchir aux dimensions éthiques, sociétales des nouvelles inventions. Nous avons toujours laissé, depuis pas mal de temps, le marché décider si une invention allait se répandre ou non. S'il se trouve quelqu'un quelque part prêt à acheter un nouveau produit, ce produit malheureusement se diffuse, quel que soit le danger qu'il représente. Il ne s'agit pas de rejeter le transhumaniste. Soit il disparaîtra de lui-même parce qu'il ne correspondra plus aux aspirations de nos contemporains. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt de prendre langue avec les transhumanistes, de les obliger à rentrer dans le langage, d'entrer dans la mise en culture de ce qu'ils font, parce que trop souvent, ils se bornent à objecter des chiffres, des faits, et ils se dérobent toujours lorsqu'il s'agit de parler de valeurs. C'est toujours je dirais le même mot d'ordre, lucidité. Comprenons ce que nous faisons, comprenons pourquoi nous tenons tel ou tel type de discours. Si le discours du transhumanisme, c'est simplement une manière de nous réconcilier avec le fait que nous détruisons notre planète et qu'il faudra aller ailleurs, disons-le, le transhumanisme, c'est une méthode pour aller coloniser les autres planètes, mais ne nous leurrons pas en tenant des discours et en faisant semblant ou en ne sachant pas de quoi ça parle en réalité.